Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous suivons notre itinéraire en visitant différents villages de l'Alsace, dont beaucoup comme ceux que nous visitons aujourd'hui, se trouvent dans la route du vin, route formée de 8 villages qui, comme vous pouvez le voir, ont une monoculture de vignes. Nous partons de Colmar et nous nous dirigeons très près, à seulement 6 km du village de Turckheim. Turckheim, qui n'est pas un village, puisqu'il tient le titre de ville depuis l'année 1312, a une population approximative d'environ 4000 habitants et comme je l'ai commenté, est l'un des 8 villages qui se trouvent dans la route des vins d'Alsace. En ce qui concerne le parking, si vous accédez de la route des 10, justement à l'entrée vous avez le parking de la place de la République, qui en plus d'être large et gratuit, est à côté de la porte de France, l'une des portes d'entrée de la ville. Dans le cas où vous serez plein si vous tournez à gauche en suivant la route des 10, vous pouvez trouver beaucoup plus de places de stationnement. Je vous laisse l'emplacement dans la description de la vidéo. Nous entrons dans la ville par la porte de France, qui était à l'origine destinée aux échanges économiques principalement vers la Suisse. Datée de 1330, sa partie inférieure a subi quelques modifications tout au long de l'histoire. Elle était équipée d'un pont de levain, d'une grille et de 2 portes qui se fermaient la nuit et pendant la messe dominicale. La porte de France portait successivement l'écureuil des armes de l'Empire sacré allemand et de Louis XIV et reçut des tours en 1871 qui furent démolies en 1912. De la porte de France, nous continuons vers la place Turenne où la première chose qui attire l'attention est la fontaine Stockbrunnen, déjà mentionnée dans les ordonnances municipales de 1667 et dans laquelle il était interdit de laver les vêtements et de donner à boire aux animaux. Devant la fontaine, nous avons l'ancien corps de garde, auquel on donne aujourd'hui d'autres usages, dont celui de bureau d'information touristique. Nous continuons à profiter tranquillement de la ville et nous arrivons au jardin de ville, un petit jardin coquette situé en face de la mairie, qui se trouve dans un bâtiment de style du XVIIe siècle et qui a été le siège du prétoire de justice de l'ancienne ville impériale, et comme curiosité dans la chambre du rez-de-chaussée a été utilisée pendant longtemps comme salle de danse. Aussi à côté du jardin de ville, nous trouvons l'hôtel des Deux Clés, qui se trouve dans une belle résidence romantique datant de la Renaissance, et qui, construit au XVe siècle, est classé monument historique. De l'hôtel, nous passons devant l'église de Santa Anna et nous nous dirigeons vers la porte de Brandt, qui, des 3 portes qui entourent la ville, est celle qui a la vocation la plus défensive, une fonction qui s'est reflétée dans son architecture massive et dépourvue d'attributs, sauf la Gorgone, une sculpture destinée à éblouir les curieux ou à se moquer de l'ennemi et dans laquelle nous trouvons une plaque de reconnaissance et de gratitude aux 29 voisins, qui à l'aube du 4 février 1945 ont donné leur vie pour libérer la ville des troupes allemandes en aidant dans leur avancée les forces américaines. De la porte, en suivant la rue des Vignerons, nous trouvons le musée commémoratif des combats de la bourse de Colmar, que nous sommes fermés mais qui vaut certainement la visite. Nous continuons sur la rue des Vignerons admirant ces belles maisons colorées et admirant les petits détails qui peuvent être trouvés dans chacune d'elles, en arrivant un peu de temps à une autre des portes de la ville, la porte de Münster ou la porte des Tourments. Construite au cours du XIVe siècle, la porte de Münster marque surtout l'histoire de la sorcellerie, car c'est à travers ces portes que les victimes de la torture se déplaçaient vers un lieu appelé Wann, où elles étaient exécutées, avec un total de 26 sorcières brûlées entre 1572 et 1626. Les vitraux décorés avec des coquilles de Viera témoignent néanmoins de fonctions moins mortelles, suggérant un passage vers le sanctuaire de Compostelle.
La porte était également destinée à avertir des tempêtes, comme le montre la cloche sous son petit clocher, qui est encore intact. De cette porte, nous descendons à nouveau au centre par la Grand Rue, la rue principale, où nous continuons à admirer ces magnifiques et colorées maisons avec quelques coquettes de coin. Nous arrivons en peu de temps à la place de la Turenne de nouveau, où nous avons commencé notre parcours et dans lequel en plus de la fontaine, comme nous l'avons indiqué, se trouve l'ancien corps de garde, aujourd'hui bureau de tourisme. Et c'est là que se termine notre visite plus que recommandée à la belle ville de Turckheim. Après la visite de la belle ville de Turckheim, nous prenons de nouveau la voiture et en traversant des villages de noms imprononçables, nous parcourons les 10 km qui nous séparent de notre nouvelle destination en moins de 15 minutes. Nous continuons à parcourir la route des vins de l'Alsace, comme vous pouvez apprécier dans la vidéo la grande quantité de vignobles de la région et nous arrivons enfin à notre prochaine visite, la ville de Kaysersberg. Kaysersberg qui compte environ 4500 habitants est le début de la vallée du fleuve Weiss ou fleuve blanc en allemand traversant cette rivière la ville de l'ouest à l'est et dans lequel se distingue le haut, les ruines du château de Schlossberg. En ce qui concerne le parking ici nous ne trouvons aucun site central et gratuit pour le stationnement, ayant comme seule option, un grand parking payant aux portes de la ville et dont je vous laisse comme toujours l'emplacement dans la description de la vidéo. Depuis ce parking, nous accédons à la ville, mieux dit la ville impériale depuis 1227, et nous commençons à marcher dans sa rue principale, la rue Générale de Gaulle, entourée des typiques et belles maisons alsaciennes et par laquelle nous arrivons sur la place de la mairie, un impressionnant édifice de la Renaissance rhénane dans la grêle des Vosges, qui a été construit en 1604 servant de résidence et centre administratif de l'aiguillage impérial et dans lequel aujourd'hui, outre l'hôtel, se trouve le bureau de tourisme. De là, sur un promontoire rocheux, nous pouvons observer le château, construit en 1227 pour contrôler un important passage entre la Haute, l'Alsace et la Lorraine. Nous continuons à marcher et nous arrivons à la place Jean-Hittel, sur laquelle, outre l'église, il y a la fontaine de l'empereur Constantin construite de la même manière que le retable de l'église en 1521. Nous visitons ci-dessous l'église de la Sainte-Croix, construite entre 1230 et le XVIe siècle. Elle est dédiée à la Sainte-Croix, dont il aurait possédé une relique. La légende raconte que l'église a été chargée par l'empereur du Sacré Empire romain germanique Barbaroise, manquant des moyens et pour compléter sa construction, a décidé de vendre la couronne de sa femme, la reine. Ému par cette décision pieuse, Dieu a envoyé 2 anges pour acheter la couronne et ensuite la donner à l'empereur et donc Barbare pourrait reprendre la construction de l'église et la terminer en 1 an, mais comme nous le disons, c'est une légende. Nous continuons par la rue Générale de Gaulle vers le pont, en nous arrêtant à chaque petit coin que nous trouvons.
En arrivant au pont, nous pouvons voir à droite la maison Herzer, construite en 1492 par le forgeron du même nom et sur lequel, sur la grande fenêtre, on peut voir une inscription en allemand qui dit « Les cardes et les épines piquent fort, les falauderies encore plus ». La maison Herzer est située en face du fleuve Weiss, un fleuve d'environ 24 km de long. Pour relier la vieille ville à la ville haute traversée par cette rivière, une première construction en bois fut construite et en 1514 un pont fortifié en pierre fut construit pour éviter toute incursion ennemie sur le fleuve. De cette façon, le pont était équipé des deux côtés d'arpillères et de parapets perforés avec des archers et des canons. Au milieu du pont se trouve également un édicule, une petite chapelle, qui abrite la statue polychromée de la Vierge avec l'enfant. Avant que la statue ne prenne sa place là-bas, les résidents responsables de crimes mineurs y étaient enfermés, se moquant de toute la ville. Nous continuons à marcher dans la rue Générale de Gaulle, sans cesser de nous délirer des maisons et des détails qu'elles présentent. De retour à la voiture, nous ne cessons pas d'inspecter chaque rue que nous voyons et dans laquelle vous pouvez trouver toutes sortes de surprises. Nous avons terminé notre visite de cette belle ville, mais il y a encore beaucoup à voir en Alsace.